Le réveil sonna et l'homme le happa d'un geste furtif, sans ouvrir les yeux, sans allumer, l'enfouit tout vivant sous l'amas de couvertures et de plaids et le tint contre lui, dans sa chaleur, étouffant jusqu'au silence complet la sonnerie obstinée. Le silence régna à nouveau dans l'immeuble de briques décolorées, avec parfois, derrière une porte, quelqu'un qui se retournait sur son lit ou qui poussait un soupir. 10 minutes après avoir éteint le réveil, le vieux gardien de nuit soupira à son tour et rejeta lentement le tas de couvertures disparates sous lesquelles il se glissait pour dormir sur le canapé du hall. L'homme boitait. Il traîna jusqu'à la cuisine ses jambes épaisses et frotta une allumette sous le percolateur. Après quoi, il monta au 4e et frappa à une porte. Et le patron se leva, puis la patronne, qui avait des insomnies. Une des bonnes, dans sa mansarde, était déjà vêtue de noir, en tablier blanc. Le hall était froid, humide. Il sentait la mer et le poisson. Il y avait toujours des traînées d'eau quelque part, et, devant le faux marbre jaunâtre des murs, un faux marbre qui ressemblait à du nougat, des malles, des valises, des paniers et encore des bagages de toutes les formes, avec des étiquettes dans toutes les langues. La bonne, dans les corridors, allait de porte en porte. Elle lisait les inscriptions à la craie. Majestic. Bon, elle frappait. On grognait, dedans, en anglais, ou en allemand, ou en polonais. Elle ne savait pas au juste. Majestic. Il est l'heure, messieurs, dames. Sur certaines portes, il n'était rien écrit. D'autres portaient des noms de bateaux qui n'appareillaient pas ce jour-là. C'était l'hiver. Il faisait nuit. Dans le hall de la gare, des hommes d'équipe achevaient de laver les wagons du train transatlantique. Puis un rang de lumière brillante surgissait là-bas, parmi les petites lumières des chalutiers, et le Majestic s'annonçait en poussant de longs hurlements. À l'hôtel des 2 continents, il en était ainsi 3 fois, 4 fois par semaine. Les stores s'éclairaient, des sonneries appelaient la bonne, une fille endormie apportait un panier de pain et des croissants chauds. Les voyageurs mal réveillés descendaient les uns après les autres, les mains blêmes de froid. Certains ouvraient la porte pour apercevoir le navire. Les notes étaient prêtes, à la caisse, les petits déjeuners servis dans la salle à manger aux nappes toujours humides, où le matin, selon une vieille tradition, on n'allumait que 2 lampes. Les Anglais du 1er, l'Américain du 6, la Hongroise du 17. Elle s'inquiétait déjà de ses bagages. Enfin, les 2 vieux descendirent, lui maigre, elle courte et grasse, et chacun avait comme une flamme sombre dans les yeux. Ils mangèrent en silence, puis ils sortirent dans le crachin et se dirigèrent, le long des quais visqueux, vers la gare maritime. Le coup de feu dura 2 heures. Le jour eut le temps de se lever. Des voyageurs qui débarquaient remplacèrent ceux qui étaient partis, et de nouveaux bagages encombrèrent le hall en faux marbre. « Tiens, il n'est pas encore arrivé », remarqua la patronne, qui, de sa caisse, surveillait le port à travers la porte vitrée. Les 2 vieux revenaient qu'à un quart, l'œil plus noir. Ils entrèrent dans le hall et ne surent que faire, ni où se mettre. La patronne alla rejoindre son mari dans les cuisines. Ils discutèrent longtemps. Après quoi ils appelèrent Yarko, un Yougoslave qui travaillait à la plonge et qui passa un veston et un pardessus sur sa veste blanche, en gardant une serviette nouée autour du cou. Dans le hall, ils recommencèrent à crier et à gesticuler. Les 2 vieux d'une part, Yarko de l'autre, et Yarko criait le plus fort en essayant vainement de se faire comprendre. Cela durait depuis 3 semaines. Déjà 5 bateaux d'Amérique étaient arrivés et repartis. Les 2 vieux, chaque fois, avaient couru à bord, et chaque fois ils étaient revenus à l'hôtel en annonçant par des signes négatifs que leur fils n'y était pas. Était-ce bien de leur fils qu'il s'agissait? On ne savait pas au juste. Yarko le prétendait, mais Yarko comprenait-il un traître mot de ce qu'il disait? La présence de ces gens-là avait quelque chose d'exaspérant. Ils étaient arrivés un beau jour par le train, en 3e classe. On le savait par le porteur. Et ils avaient plus de bagages que 10 voyageurs réunis. Des bagages pauvres invraisemblables, des baluchons, de vieilles malles en peau de bouc,
dont le poêle était à l'extérieur. Ils apportaient même un jambon, qu'ils avaient suspendu dans leur chambre. On avait essayé en vain de comprendre leur langage, jusqu'à leur passeport crasseux qu'on ne parvenait pas à lire. Enfin, on avait conclu qu'ils étaient albanais. Peut-être que Yarko, qui est par là, les comprendra. Mais non, tout ce que Yarko avait pu dire, et on sentait bien qu'il devinait, c'était qu'ils attendaient quelqu'un arrivant de New York par l'île de France. Or, il n'y avait personne pour eux à bord. Ils attendirent un paquebot italien, puis un paquebot allemand. La femme passait ses journées immobile dans le meilleur fauteuil du salon. L'homme fumait un étrange tabac dans une longue pipe sculptée. Il était tout sec, tout ridé, et on avait l'impression que c'était la première fois qu'il portait un costume européen. « Prenez leur note avec vous, Yarko. Commencez par le commissariat de police. » Et par un matin de pluie fine et de grosses marées, tandis que fonctionnaient toutes les grues du Majestic, Yarko, sa serviette de garçon de cuisine autour du cou, traînait derrière lui par les rues de Cherbourg le vieux et la vieille, qui ne savaient pas où on les menait. Le commissaire de police essaya de plusieurs langues, tripota le passeport pendant 10 minutes sans y rien comprendre. La patronne dit comme ça que s'ils veulent rester à l'hôtel, il faudrait qu'ils fassent voir la couleur de leur argent. Évidemment, voyons. Le commissaire ouvrit son portefeuille et en tira des billets de banque, qu'il montra au vieux. Le vieux les regarda, mais ne broncha pas. Vous comprenez qu'on ne soit pas tranquille avec des citoyens pareils. Il y a 3 semaines qu'ils sont comme ça. Le policier exhiba des pièces de monnaie. Le vieux en tira quelques-unes de sa poche, des pièces étranges, qui n'avaient évidemment pas cours en France. Dites donc, il n'y a pas de consulat d'Albanie à Cherbourg. Mais peut-être les armateurs pourraient-ils vous renseigner, quelqu'un qui ait voyagé là-bas et qui parle leur langue. On alla de bureau en bureau. Puis, dans une petite maison de faubourg, on trouva le capitaine Rey, un retraité, qui passait pour connaître toutes les langues balkaniques. Seulement, il avait été sous la veille, et il n'était pas encore remis. Il dut confondre les dialectes, en essaya 2 ou 3 sans succès. Le vieux était bien sage. Il ne protestait pas. Il regardait remuer les lèvres des gens. Sa femme ouvrait de gros yeux ronds. On aurait pu les balloter comme ça dans le monde entier sans en tirer une protestation. Enfin, le capitaine, peut-être par hasard, dit quelques mots qui leur firent dresser l'oreille. Et alors, ils se mirent à parler tous les deux à la fois, avec volubilité. Qu'est-ce qu'ils disent? Attendez, taisez-vous. Ils parlaient trop vite. Le capitaine avait mal à la tête et se servit à boire. Par la même occasion, il servit à boire au vieux qui avala le calvados comme de l'eau. Et il parlait. Qu'est-ce qu'il dit? Attendez, sacrebleu. Le vieux ouvrit un antique portefeuille à coin de cuivre et en tira un papier. Le capitaine l'examina avec un certain respect. Qu'est-ce que c'est? Dites donc, ils sont très riches, ces gens-là. Ça m'étonnerait. Vous savez de combien est ce chèque? 10 000 $. Le vieux dit qu'il veut le toucher et qu'il paiera l'hôtel. Vous ne voulez pas venir à la banque avec nous? Je suis sûr que le patron vous sera reconnaissant. Le capitaine les laissa dans le salon et pénétra dans sa chambre. Par la porte ouverte, on le vit se laver, revêtir son meilleur costume, se gargariser et se passer un peigne mouillé dans les cheveux. Le couple attendait sagement, elle dans un fauteuil, lui sur le tabouret du piano. Et ils repartirent. On aurait pu prendre un taxi, car il pleuvait de plus belle. Il faisait froid. Le vent, à chaque coin de rue, vous plaquait de l'eau sur tout le corps, de l'eau salée qu'il devait soulever de la mer. Ce fut ensuite la solennité d'un hall de banque, les comptoirs d'acajou, le jeune employé étonné qui, le chèque à la main, se précipitait vers la cage vitrée de son directeur. 10 000 $, bigre, s'extasiait Yarko. Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté tout le temps qu'ils ont parlé? À l'hôtel, on les prenait pour des émigrants dont les papiers n'étaient pas en règle. On en voit de toutes les sortes. Il y a de si malins. C'est leur fils qui leur a envoyé ce chèque avec une lettre. Il est en Amérique depuis des années et ils n'avaient jamais eu de nouvelles de lui. L'employé revint vers eux. Si vous voulez vous asseoir là-bas sur la banquette, il y en a pour quelques minutes. Ils s'assirent,
Le vieux alluma sa pipe de patriarche et croisa sur le fourneau ses mains sèches et noueuses de centenaire. Quant à la femme, ses lèvres remuaient tout le temps. Peut-être passait-elle ses journées à réciter tout bas des prières. « J'ai soif », annonça le capitaine en retraite. « Je reviens tout de suite. » Les deux vieux avaient relu la lettre 100 fois. Elle était dans le portefeuille à coin de cuivre et les plis se cassaient déjà. « Cher vieux, je suppose que vous vivez encore tous les deux et que vous aurez bientôt du bon temps. J'ai eu, il y a 6 mois, des nouvelles de vous par quelqu'un de notre village qui a débarqué à New York. La vie est très agréable ici, et vous allez y venir. Dans cette lettre, il y a un chèque de 10 000 $. Vous le changerez à la banque. Vous demanderez de l'argent français. Vous prendrez le train pour Trieste, et de là pour Paris. N'ayez pas peur, les employés vous expliqueront ce qu'il faut faire, comment il faut prendre les billets et tout. De Paris, vous irez à Cherbourg. J'y arriverai sans doute par l'Île-de-France, le 14 février. Sinon, j'arriverai par un prochain bateau. Vous n'aurez qu'à vous informer des transatlantiques à l'hôtel où vous descendrez. N'emportez pas trop de bagages. Je suis assez riche pour vous acheter tout ce dont vous aurez besoin. Il faudra vous commander des vêtements à la ville avant de partir. Je ne resterai que quelques jours, peut-être quelques heures, en Europe, et je vous emmènerai avec moi. Je vous ai acheté une jolie maison à la montagne et vous ne serez pas trop dépaysés. Je vous embrasse en attendant. Votre fils. Sur son mulet, le père avait mis 2 jours pour se rendre à Tirana, et là, dans une banque toute pareille à celle-ci, on l'avait fait attendre pendant des heures. Son chèque avait passé de main en main. Enfin, on lui avait annoncé qu'on ne pouvait pas le payer avant d'avoir écrit à New York, ce qui prendrait au moins 1 mois. Déjà, le vieux ne comprenait pas. Il brandissait la lettre du fils. Du moment que le fils affirmait qu'on lui donnerait de l'argent en échange de ce papier, « Donnez-moi quand même un petit peu. Combien faut-il pour aller à Cherbourg ?» Mais non, les banquiers ne pensaient pas de la même façon que lui, et il avait vendu le mulet, les chèvres, la maison. Le cauchemar avait commencé. Ils étaient montés dans un train. Ils avaient roulé toute la nuit. On les avait fait descendre dans une gare glaciale, et il y avait près d'1 mètre de neige dehors. Dociles, ils s'asseyaient dans les salles d'attente, suivaient de guichet en guichet les employés en uniforme. Et partout, il fallait payer. On leur disait « Donnez tant, encore tant ». Ils ne savaient pas pourquoi, tantôt pour le train, tantôt pour des visas, tantôt parce qu'ils étaient allés trop loin et qu'ils devaient revenir à une autre gare. Leur plus grande peur était de perdre leurs bagages, et ils étaient indignés quand on les forçait à s'en séparer pour les enfourner, avec des tas d'autres bagages, dans des wagons où ils n'avaient pas le droit de pénétrer. Déjà, on ne les comprenait plus. Ils parlaient, et les gens leur répondaient dans une autre langue. Le vieux montrait sa lettre, son chèque. Il criait « Cherbourg !» puis « Amérique !» À chaque fois, on lui prenait de l'argent, et il n'y en avait déjà presque plus dans le portefeuille à coin de cuivre. Est-ce que seulement il dormait encore? Il se blottissait sous une peau de chèvre, dans un coin de gare. Parfois, le vieux réchauffait les mains de sa femme. Il rôdait avec méfiance autour des buffets, se demandant combien on lui réclamerait pour les choses à manger qu'il voyait. Et soudain, à Cherbourg, on ne leur avait même pas demandé où ils allaient. Un porteur s'était emparé d'autorité de leurs bagages et les avait hissés sur une charrette à bras. Ils avaient suivi dans la nuit. Ils étaient entrés dans un hôtel. On leur avait réclamé leur passeport. Île-de-France? Des gens qui comprenaient enfin. Oui, Île-de-France. C'était bien ce qui était écrit sur la lettre du fils. « Donne le 8, Émilie !» Au lieu de leur rendre leur passeport, on l'avait mis sur une pile d'autres passeports, dans la cage vitrée de la patronne. Émilie leur avait fait la couverture. « Vous avez dîné ?» Ils ne comprenaient pas. Elle faisait le geste de manger. Ils la suivaient et on leur servait à souper sur une nappe, avec une pleine bouteille de vin. Enfin, alors qu'il ne faisait pas encore jour, on frappait à leur porte. Le vieux, par crainte de manquer son fils, ne s'était pas déshabillé. Ils suivaient un autre porteur, qui emmenait leurs bagages vers la gare maritime, et déjà on avait collé des étiquettes dessus. « Quel numéro de cabine ?»«
c'était encore plus compliqué que les trains et les gares. Tout le monde criait, se bousculait. Il y avait même des autos qui passaient en l'air au bout des câbles. « Votre billet !» Et le vieux montrait la lettre du fils. Ce n'était pas ça qu'on voulait. Il sortait le chèque. Pas encore ça. Il criait un nom. « Foulky ! Jean Foulky !» Et il essayait de voir tous les passagers qui défilaient sur la passerelle. « Descendez les bagages !» ordonna enfin le commissaire de bord. « Ce n'est pas pour nous. Je ne sais pas au juste ce qu'ils veulent, mais ils m'ont plutôt l'air d'attendre quelqu'un qui n'est pas venu. » Par acquis de conscience, il chercha le nom de Foulky sur la liste des passagers et ne le retrouva pas. 1 heure plus tard, le vieux couple revenait à l'hôtel des 2 continents, les yeux vides comme des somnambules. « Qu'est-ce que c'est, Pierre ?»« Je ne sais pas, ils sont pas partis. Il paraît qu'ils attendent quelqu'un. » Il y avait 3 semaines de ça. Des centaines de voyageurs étaient passés. Chaque fois, on éveillait les vieux par la même occasion. Qui sait, peut-être qu'ils s'en iraient enfin, mais on ne sortait plus leurs bagages. « Tu leur as remis leur note de semaine ?»« Oui. »« Ils ont payé ?»« Non. » Ils l'ont regardé sans comprendre, l'un après l'autre. Puis ils ont parlé ensemble dans leur langue, et le vieux a rangé le papier dans son portefeuille. Comme un souvenir ou un talisman. Tous les papiers semblaient prendre pour lui la valeur de talisman, avec la lettre du fils et le fameux chèque. « Hé, là-bas !» L'employé les rappelait, mais le capitaine en retraite n'était pas encore revenu. Yarko dut aller le chercher dans un bistrot voisin où il était en train de raconter une histoire de milliers et de milliers de dollars. Des gens à qui on donnerait 10 sous dans la rue, vous comprenez? Et sans moi. Il tanguait un peu en s'approchant du bureau d'Acajou. « Le directeur veut vous parler. Vous connaissez ces gens-là? »« Je ne les ai jamais tant vus. » Le directeur venait vers eux, tiré à 4 épingles, les mains nettes, les boutons de manchette prestigieux. « Voulez-vous leur dire qu'il nous est impossible de leur payer ce chèque? Il doit être encaissé à New York. »« Il n'est pas bon? » ?»« Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, mais il y a une toute petite formalité qui n'a pas été remplie, sans doute par erreur. Il devrait porter ici la mention... » Le vieux tira la manche du capitaine, timidement, humblement. Il semblait avoir déjà compris. « Votre chèque n'est pas bon, » traduisit le navigateur. Le vieux parla. Le directeur questionna. « Qu'est-ce qu'il dit ?»« Il demande si vous ne voulez pas le lui racheter pour un peu d'argent, ou lui en prêter. Il prétend que les patrons de l'hôtel le regardent de travers. Son fils va arriver par le prochain paquebot. Il paraît qu'il est fort riche. Dites-lui qu'on ne rachète pas des chèques au rabais, ou on les paie, ou on ne les paie pas. En l'occurrence... » Un quart d'heure plus tard, Yarko traînait à nouveau par les rues ces 2 vieux, qui ne se seraient jamais retrouvés seuls dans la ville, et qui tressaillaient au passage des tramways. La patronne sortit de sa caisse vitrée. « Eh bien, leur fils leur a envoyé un chèque de 10 000 $, mais il paraît qu'il n'est pas bon. En tout cas, la banque n'a pas voulu le payer. Il faut qu'ils aillent à New York pour le toucher. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils prétendent que leur fils va arriver et qu'il est fort riche. » Les 2 vieux restaient debout dans le hall, à regarder toutes ces lèvres remuées, à écouter la cascade de tant de syllabes qui n'avaient aucun sens pour eux. Le patron et la patronne en discutèrent à voix basse, tandis que Yarko reprenait sa place à la plonge et que de nouveaux voyageurs débarquaient d'un bateau de Buenos Aires. Qu'est-ce qu'on fait? On aurait dit qu'ils se doutaient, les 2 vieux, de ce qui se tramait. La salle à manger était ouverte. C'était l'heure du déjeuner et tout le monde était à table, mais ils n'osaient pas gagner leur place. Est-ce qu'on leur donnerait encore à manger? Si on les gardait jusqu'à demain? Ce n'est pas pour la différence, et autrement nous risquons de tout perdre. Le pari arrive demain. Si leur fils n'y est pas... La patronne leur fit signe qu'ils pouvaient entrer dans la salle à manger, mais on leur servit les plus mauvais morceaux. Ils passèrent l'après-midi dans le salon, où des Polonais jouaient aux échecs. La pipe du vieux empestait.
On lui expliqua par signe qu'il était interdit de fumer, et il ne comprit pas, car jusque-là on l'avait laissé fumer à sa guise. Le réveil étouffé sous les couvertures du gardien de nuit, le percolateur, un hurlement de sirène dans la nuit et le train transatlantique qui chauffait sous la verrière de la gare maritime. La petite bonne, le visage encore luisant, allait de porte en porte. « Messieurs, dames, il est l'heure !» Le café, les croissants, des êtres endormis et vaseux qui regardaient la grisaille et la pluie dans laquelle ils allaient s'enfoncer. Les piles de bagages qui croulaient et qu'on coltinait vers le navire qu'un remorqueur amenait à quai. Tant pis pour eux si cette fois leur fils n'y est pas. Surtout que c'est peut-être une blague. Est-ce qu'on envoie comme ça à des paysans un chèque de 10 000 $? À bord du Paris aussi, les stewards allaient de cabine en cabine. « Cherbourg, nous arrivons à quai. Prière d'aller au salon des premières pour la visite des passeports. » Les plateaux à petit déjeuner circulaient dans les coursives. Des portes s'ouvraient, des hommes se rasaient. Des femmes, en peignoir du matin, gagnaient le salon des premières pour faire viser leur passeport avant de s'habiller. Des messieurs apposaient des cachets. « Montrez votre bras. » C'était la santé. Un nouveau cachet, bon pour débarquer. Les deux vieux étaient sur le quai, qu'ils commençaient à connaître. Ils n'essayaient plus de monter à bord. Ils se tenaient près de la passerelle qu'on venait d'installer. Est-ce que cette fois leur fils... Dans une cabine de première classe, Jean Foulky achevait de se raser. Sonnait le steward, lui donnait un bon pourboire, fermait des valises. « On est à quai. Les passagers commencent à descendre, monsieur. » Il endossa un magnifique pardessus à martingale, alluma un cigare dont il cracha le bout, passa les doigts sur sa petite moustache brune. Il sentait l'eau de Cologne et le bain. Il portait une cravate claire. Son passeport à la main, il eut la curiosité, avant de le faire viser, d'aller jeter un coup d'œil sur le pont. Ils étaient quelques passagers qui n'étaient pas pressés de débarquer. Les journalistes s'affairaient, des photographes, car il y avait à bord des gens de cinéma. Soudain, il leva le bras et poussa un cri joyeux. Un double cri lui répondit, et le porteur de l'hôtel des deux continents n'en crut pas ses yeux. Les deux vieux, là, près de la passerelle, s'agitaient dans un vrai délire. Très haut au-dessus de leur tête, un passager se penchait sur la rambarde. Tous les trois riaient. Ils riaient sans savoir pourquoi. De joie, de soulagement. Le vieux essayait de se frayer un passage, mais les douaniers le repoussaient. Il désignait son fils. « Attendez ici, on ne monte pas à bord sans permis. Il va descendre. » Mais oui, le cauchemar était fini. Jean était là. Un Jean extraordinaire, le teint mat, le poil brun, vêtu somptueusement. Il se précipitait vers le salon des premières, tendait son passeport. « On ne fume pas. »« Bien, pardon. » Et il éteignait son cigare contre son talon. Les inspecteurs, derrière la table qu'on avait recouverte d'un drap vert, échangeaient un regard. « Vous permettez un instant ? Vous savez, je suis assez pressé. Ne craignez rien, ce ne sera pas long. » D'autres passaient devant lui. Un monsieur très aimable s'approchait. « Voulez-vous venir un instant par ici ? Jean Foulky, n'est-ce pas ?» Le bar était désert. Pas tout à fait désert, car deux autres messieurs s'approchaient, et il y avait un déclic sec. « Au nom de la loi, Jean Foulky, je vous arrête. » On lui tâtait les poches. « Rien ? Rien. En route. Vous avez la voiture ? » Les deux vieux, sur le quai, ne respiraient plus. Jean allait descendre. Jean... Ils écartaient nerveusement les autres curieux, les autres parents. Jean allait... C'était lui. Jean venait... Il passait tout près d'eux en les regardant avec des yeux tristes, et les deux messieurs marchaient à ses côtés. « Allons, avancez. Je vous interdis de parler à qui que ce soit. » Jean disparaissait dans la foule, menottes au poing. Une portière claquait, une auto s'éloignait. Il n'y était pas. Il paraît qu'il y était. Et alors? Je ne sais pas. J'étais occupé avec d'autres voyageurs. Il est monté en voiture avec deux types. Le couple était là, plus flottant que jamais. Il n'osait plus pénétrer,
non seulement dans la salle à manger, mais dans le salon, et le vieux oubliait de fumer sa pipe, tandis que sa femme avait les yeux rouges et gonflés. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda la patronne au patron. « On met leurs bagages sur le trottoir ?» Si seulement on pouvait s'expliquer avec eux. Mais non, c'est comme si deux murs essayaient de se parler. Après-midi, on pourrait demander au capitaine de servir encore une fois d'interprète, et... On les laissa là, où ils finirent par s'asseoir sur la banquette défoncée où le gardien de nuit dormait sous un monceau de couverture. Des gens passaient. Les bonnes portaient des plats fumants. Personne ne les invitait à pénétrer dans la salle à manger. Est-ce que seulement ils avaient faim? Est-ce qu'ils savaient encore où ils étaient? Le phare de Cherbourg! Demandez le phare de Cherbourg! Un numéro du journal fut déposé sur la table de Rotin, non loin de la banquette. Le vieux fut longtemps avant de s'en approcher, et pourtant... Il se leva, comme hypnotisé. En première page, une photographie. Il la regardait, les yeux fixes. C'était Jean, tel qu'il était le matin en descendant du paquebot, avec son pardessus à martingale, sa cravate claire. Le vieux gesticulait. La patronne appela Yarko. « Qu'est-ce qu'il dit ?» Cette fois, le Yougoslave n'eut pas besoin de faire semblant d'avoir compris. C'était clair. Le vieux affirmait que c'était son fils, qu'il voulait voir son fils, que son fils... Un beau coup de filet. Mais dis-lui donc de se taire, puisqu'on ne comprend quand même pas. Impossible d'arrêter le vieux, qui parlait de plus belle. La police a arrêté à son débarquement à Cherbourg. « Yarko, de grâce, fais-le taire, il va ameuter tout l'hôtel. » En effet, les gens, dans la salle à manger, se penchaient pour voir la cause de ce déluge de mots incompréhensibles. Un des principaux trafiquants d'opium des États-Unis. Depuis longtemps, la police internationale était au courant d'un important trafic d'opium, qui, d'Orient et à travers toute l'Europe, entre autres à travers la France, aboutissait aux États-Unis. Le principal animateur de ce commerce, l'Albanais Jean Foulky, que les lois américaines ne permettaient pas d'arrêter en l'absence de preuves formelles, a commis la prudence de mettre les pieds en France et, dès son débarquement, « Qu'est-ce qu'on va en faire ?»« Je ne sais pas. Et toi? Je mets leurs valises sur le trottoir ?» questionna le porteur de l'hôtel. « Oui, c'est ça. À moins que... » « Dis donc. Quoi? Je me demande... Viens par ici. » Il oubliait que le porteur s'était déjà attaqué au bagage des deux vieux. Dans un réduit, il chuchotait. « Un trafiquant d'opium. Ces gens-là. Ça me fait penser au chèque de 10 000 $, qui est certainement bon. Les types qui font ce métier ont des protections. C'est bien rare qu'on ne les relâche pas. Dans ce cas, hein, qu'est-ce que t'en dis? Ce n'est pas pour ce qui nous coûte. T'as peut-être raison. » Ils jaillirent ensemble du cagibi. Le patron se précipita vers le porteur. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Bon, Il y avait déjà la moitié des bagages dans la pluie, sur le trottoir, et les deux vieux suivaient leurs affaires avec une morne résignation. « Rentre tout ça, et vite, monte ces bagages au 12. Ce n'est pas la peine qu'ils encombrent le couloir, surtout s'ils en ont pour longtemps. » Il épingla un sourire sur ses lèvres, s'approcha des vieux, tête nue sous le crachin. « Si vous voulez rentrer, c'était une erreur. Je vous demande pardon. Il est évident que... » Pouvait-il deviner ce qui leur arrivait? Encore une catastrophe, bien sûr. Il suivait cependant, l'œil peureux. Il se demandait pourquoi on les faisait entrer dans la salle à manger où le repas touchait à sa fin. « Eh bien, Germaine, le couvert de monsieur et madame Foulky. »« Qu'est-ce que ça signifie? Près de la fenêtre, mais oui. Qu'est-ce que vous dites? Qui est-ce qui donne des ordres ici ?» Et, tandis que les deux vieux étaient assis presque de force, il leur adressa en se retirant un nouveau sourire.